Bienvenue à tous. Bon, 6 minutes de retard, ça va. Ça aurait pu être pire. Ok, donc bienvenue. Alors, hop, je vais tout de suite mettre ça. Je vais vous partager ça. Hop, partager. Ok, là, normalement, vous voyez ça. Là, je vais même le mettre encore mieux en tout grand. Ce sera mieux. Voilà. Ok, ok. Parfait, ok. C'est parfait. Alors, il y a de toute manière un peu de décalage entre le moment où je parle et le moment où vous le recevez. Ça peut parfois prendre 20-30 secondes, mais voilà, on peut pas, c'est pas encore de la magie, même si on s'en rapproche. Donc bon, bienvenue à tous, ça me fait plaisir, évidemment, que vous soyez là. Là, ce soir, on va passer un petit peu de temps, un peu pour parler progression. Progression aux échecs, comment ça se passe. Et surtout, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que maintenant que tous les problèmes sont réglés, c'est interactif en fait. Je vais pas passer là maintenant 1 heure, 2 heures à parler sans avoir aucune réaction de votre part, parce que sinon je peux même être face à un miroir, ce serait pareil. Donc n'hésitez pas à répondre, je vais même vous tirer les verres du nez si vous ne répondez pas. Voilà, c'est nécessaire parce que sinon ça ne sert à rien. Ok, et on va commencer par pour le plaisir. Vous voyez bien ce petit problème devant vos yeux. Tout d'abord, en tant que bon joueur d'échecs, vous vous penchez dessus, vous sentez la tactique et vous essayez de trouver la réponse. Mais le plus important n'est pas de trouver la réponse, c'est surtout dans quel cas ce problème a été trouvé. Ok. Alors n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez une idée pour qu'est-ce qu'il faut faire. C'est au blanc de jouer, hein, très au blanc forcément, parce que les noirs ce serait très rapide. Voilà. Je peux même vous donner les indices, hein, on va pas passer 1000 ans dessus, mais c'est au blanc de jouer, c'est un mat en 3 coups, ce qu'on appelle un mat en accès forcé, c'est-à-dire qu'on fait échec à chaque coup. Là, l'accès forcé est forcément obligatoire, vu que sinon c'est les noirs qui vont faire mat en un coup. Bon, alors est-ce que vous avez des idées? Vous avez des indices, hein? Ça commence forcément par échec. 3 coups, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais si un petit peu, mais bon. Alors, hop. Si on regarde un petit peu ça, bon, le roi, ok, forcément. On sait, c'est un peu de la triche, mais on sait qu'on va faire des échecs. Donc là, il y a 3 coups qui permettent de faire échec. On a soit la tour, soit le cavalier là, soit le cavalier là. Ok. Alors, hop, je reviens sur le chat. Cavalier E4. Nous avons une proposition d'Eric. Cavalier E4. Cavalier E4. Ouais, après si on prend cavalier. Alors, pour un petit indice, pour pas vous donner la réponse tout de suite, on va retrouver le mat bien connu lorsqu'on n'a plus que le roi et la tour et qu'on veut mater l'autre qui n'a plus qu'un roi. Il y a un vis-à-vis qui est nécessaire avec les rois. Alors ici, pour faire simple, hein, plus tard, si on a le temps plus tard, on verra comment résoudre des exercices tactiques, notamment en utilisant le PIC, le PIC. Mais ici, c'est plus par curiosité. Bon, on remarque que le roi noir, effectivement, il a plus de cases. Il peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là, et ici, un cavalier. Toutes ces cases sont contrôlées. Donc, si on pouvait lui faire échec, ce serait fantastique. Échec, ce serait tout de suite échec et mat. Ce n'est pas possible en un coup. Mais on va l'attirer à l'endroit où ça nous intéresse. Alors, je vérifie juste dans le chat, pas d'autres propositions que le cavalier E4, donc on y va. Bon, cavalier E4 ne mène nulle part, parce que après l'échange, bon, le seul échec possible, ce serait de prendre le cavalier, et on a plus le mat. Non, on va commencer par cavalier H5, échec. Pas le choix. On a dit, c'est en accès forcé, à chaque fois on va faire échec, et il n'y a qu'une seule possibilité de défense. Donc là, les noirs sont obligés de prendre le cavalier.
Ok. On sacrifie encore une fois une pièce pour placer justement le roi en vis-à-vis. Et là, alors c'est inversé, mais on retrouve ce vis-à-vis, donc avec ces cases-là contrôlées par le roi, ça vous connaissez sûrement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si le roi noir était au bord de l'échiquier. Parce que là, il peut pas aller, il peut pas aller, et il peut pas aller ici. Donc ici, on peut faire le match qui suit. Voilà, donc c'est sympathique, hein. Échec, pof, pof, pif, paf. Ok. Mais maintenant, pourquoi je vous parle de ce programme, de ce problème? Eh bien parce que ce problème, à votre avis, de quand il date? Dites-moi dans le chat, à votre avis, est-ce qu'il date de l'année dernière, d'il y a 10 ans, plus longtemps? À votre avis? On va voir qui va être le plus proche. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, la question est toute simple. Et après on parle sérieusement, la question est toute simple. Et ce problème-là, de quelle année il date? De quelle année, période, époque? Alors, dites-moi. Dites-moi à votre avis, est-ce que c'est le 21e siècle, 20e siècle, 19e? Bon, on va pas tous les faire. Mais dites-moi, à votre avis. Alors, en attendant, comme il y a ce petit décalage, 20-30 secondes, répondez dans le chat, hein, mais en attendant, moi, je continue un petit peu. Donc, du coup, ce qui va se passer ce soir, ça c'était juste pour l'introduction, hein, pour le côté curiosité. Ce qui va se passer ce soir, on va parler des 3 piliers pour faire des progrès aux échecs. Il y aura un temps dédié où je vais répondre à vos questions, donc gardez-les ou vous pouvez les poser dans le chat et je remonterai. Et à la fin, je vous parlerai, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, du programme L'itinéraire du progrès, un gros truc, vous allez voir. Et puis, pour ceux qui restent à la fin, ben, une surprise, un cadeau comme ça, parce que c'est cool les surprises. Bon, donc, maintenant, bon, pas de proposition de date, hein, on va passer à la suite, mais là, je vais quand même laisser la possibilité, allez, au siècle près. Au siècle près. Et je vous demande pas géographiquement, hein. Ça aurait pu être le siècle et l'endroit. Bon. Si parmi vous, certains ont déjà la carte du progrès de Chess Vélérome, bah, vous pouvez me le mettre dans le chat, ça c'est aussi intéressant. Ça vous permettra de poser des questions et qu'on aille plus loin. Mais si vous venez ici et puis vous savez pas où vous venez de tomber, bah, je vais un peu me présenter, hein. Donc moi c'est Michael. Voilà, je joue aux échecs, j'ai commencé à 4 ans grâce à mon papa. Voilà, et puis bon, bah alors forcément, jeune, le fait d'avoir commencé tôt, c'était un avantage et j'ai pu un peu avancer, faire mes armes en compétition. Voilà. Et puis après, bah, la vie étant ce qu'elle est, il y a eu des périodes où j'ai peu joué, vraiment peu joué, et d'autres périodes où j'étais à fond dedans. Voilà. Et surtout, bah, je me suis lancé une petite mission. C'est, en fait, j'aimerais bien montrer, prouver, démontrer que le jeu d'échecs, ça peut être vachement badass. Et j'enseigne les échecs en club, je l'ai aussi fait en école, de la maternelle, jusqu'au CM2, après c'était plus collège, lycée pour le club, parfois aussi des adultes, voire des personnes âgées. Et voilà, je veux vraiment montrer que d'une part, les échecs, c'est badass, que c'est à l'image d'une science ou d'un art, et aussi qu'on peut tous progresser. Qu'importe notre niveau à la base, et qu'on peut tous atteindre un certain niveau qui, finalement, c'est pas une histoire de talent, ou comme on dit, bah, le talent, c'est 1% d'inspiration, de talent, et 99% de transpiration. Donc on peut tous atteindre un certain niveau. Bon, je vois que vous êtes frileux, vous n'osez pas proposer une date. Et ben ça date pas du 19e ou du 18e siècle. Non, ce problème-là, c'est le plus vieux problème d'échec connu. Il date de 840 après Jésus-Christ. 840 après Jésus-Christ. Du monde arabe. À cette période-là, le jeu d'échecs qui était en Inde, la Perse, etc., a atteint le monde arabe. Et c'était vraiment une bonne période pour le jeu d'échecs. Alors, les règles définitives
ne le sont pas encore. Ça, ce sera seulement vers le XVIe siècle que les règles vont arrêter de bouger. Mais néanmoins, ce problème-là, il est pas mal parce qu'il n'y a pas de pièces. Il y a de pièces qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas d'éléphant là, ce qui est pas mal. Voilà, 840, le monde arabe était vraiment à fond dessus sur les échecs à cette période-là parce qu'il développait les sciences, il développait les arts et le jeu d'échecs avait toute sa place. Donc les sultans y jouaient et il y a eu des livres à cette époque-là, hein, écrits sur le jeu d'échecs. C'était intéressant et des choses pas loin d'être idiots. Hein. Voilà, alors que en Europe, on ne le connaissait pas ou très peu, quoi. Bon, Charlemagne qui découvre le jeu d'échecs en 801, mais bon, ça prend pas particulièrement. Bon, voilà, c'est pour le côté un peu, moi je trouve déjà, ça fait un peu badass. Bon, je vais vous remettre ma tête, tiens, je vais vous remettre ma tête. Alors, hop, que j'appuie sur le bon bouton, c'est mieux. Ok, donc, avançons. Bon, alors déjà, dites-moi dans le chat les difficultés que vous avez avec les échecs, avec votre progression, si vous en avez. Vous pouvez me dire un peu votre niveau, si vous jouez sur un site en ligne, précisez, parce que si c'est un Elo qui vient d'un site en ligne, c'est pas la même chose, c'est Lichess ou chess.com, donc précisez, puis si vous arrivez à dire un peu où vous en êtes maintenant, qu'est-ce qui vous bloque. Ok, je vais reprendre ces réponses-là plus tard, mais comme ça, vous avez un peu de temps pour le mettre. Voilà, donc allez-y, hein, parce qu'il n'y a pas de réponse, moi je vais devant mon miroir et puis je fais mon monologue tout seul. Bon, donc j'ai parlé de 3 piliers pour progresser aux échecs. Alors, chez Chess-Bellerom, on a appelé ces 3 piliers le Dux, le plan et la bataille. Alors le Dux, c'est vous en fait. Le Dux, c'est le côté mental, c'est le côté chef de guerre, chef de l'échiquier. En fait, dans Chess-Bellerom, vous n'êtes plus des joueurs d'échecs. Vous êtes à la tête d'une armée et votre rôle est de conduire les troupes. Alors, en fonction de l'imaginaire qu'on veut, on peut partir sur un délire que vous êtes un scientifique en recherche ou un artiste qui doit créer une œuvre d'art qui est votre partie que vous êtes là en train de jouer. Mais ce qui compte, ce qui est de commun, c'est vraiment le mental Dux Bellerom. Donc, c'est important, à un moment donné, lorsqu'on veut progresser, c'est qu'on fait un sacrifice. Parce que nos journées font 24 heures, chez tout le monde, tous les jours de l'année. Bon, en France, on aime bien changer l'heure à un moment donné, donc il y a une journée qui fait 23 et l'autre 25, mais bref, 24 heures pour tout le monde. Et les 24 heures, vous les utilisez déjà. Donc, même si c'est pour rien faire, même si c'est pour regarder des films sur Netflix, etc. Voilà. Si vous voulez mettre une nouvelle activité dedans, progresser, parce que progresser, oui, ça prend du temps, oui, il faut suer du ciboulot. Si vous voulez progresser, eh bien, il va falloir faire un sacrifice. Donc, il faut une raison. On ne change pas ses habitudes pour rien. Donc, il s'agit de découvrir ce grand pourquoi qui nous pousse vers les échecs. Alors attention, hein. Oui, on parle des échecs, ça reste un jeu. De ce pourquoi-là, il n'a pas besoin de tenir 20 ans. Mais juste à un moment donné de se dire, punaise, ouais, tiens, j'ai envie, hop, voilà le dernier bouquin que j'ai acquis, hop, comment mûrir son style aux échecs. Ce bouquin-là, il fait quoi? Il fait 658 pages. 658 pages. Il faut quand même que j'ai une bonne raison de lire 658 pages plutôt que d'acheter le dernier Bernard Werber. Donc, à un moment donné, il faut vous poser et savoir, tiens, pourquoi je veux progresser? Et toutes les raisons sont valables. Je le fais en club, je le demande aux enfants en club, c'est assez intéressant. Du coup, il y en a un qui m'a répondu, voilà, son objectif, c'est d'arriver au championnat de France. C'est intéressant. Moi, en tant qu'entraîneur, je prends cette information. Lui, son objectif, c'est ça. Donc, ça va être un peu la carotte, etc. Ce n'est pas la même chose qu'une autre personne, c'est un jeune ado qui me dit qu'il veut je sais plus les termes exactement, j'ai une citation de Bobby Fischer là qui me vient, mais c'était la même chose. C'est en gros qui veut écraser le mental de l'autre. Et là aussi, c'est intéressant. On va orienter l'entraînement pour un côté très tactique, un côté très romantique aux échecs, on va en parler plus tard. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à un moment donné de savoir c'est quoi votre grand pourquoi. Alors, je vois que Lucie me demande Lélo pour quelle cadence? Ah oui, c'est vrai qu'avec le jeu en ligne, il y a beaucoup de cadences différentes. La cadence que vous jouez le plus, si vous avez une cadence lente, c'est parfait.
Hein, donc, dites-moi l'élo pour la cadence lente, c'est a priori celui qui vous représente le plus. Après, si vous jouez jamais en lent, forcément, ça ne va pas. Alors, débutant au parti, milieu de partie, 757. Ok, c'est très intéressant. Bon, comme ça, je peux aussi adapter un peu le niveau de mes explications. Donc voilà, pourquoi. Et puis, après, ça, on a le pourquoi, c'est un peu ce qu'on va accrocher au mur. Voilà, je souhaite atteindre, voilà ce qui me motive. Et après, on va chercher à savoir nourrir sa motivation aux échecs. Chez Bellerom, moi, je suis très, très sur l'enthousiasme. Et je pense que l'enthousiasme, c'est la clé. Mais évidemment, l'enthousiasme, c'est pas si simple que ça. Mais si on apprend à se relier à la source de son enthousiasme, à ce qui nous fait plaisir, ça fonctionne. Donc, il faut nourrir sa motivation. Et ça, c'est aussi un petit travail qu'on fait sur soi. C'est, en gros, on se pose quelques questions qui permettent après de trouver un peu ce qu'on aime. Par exemple, les questions que j'aime bien poser, c'est, voilà, tu imagines ta meilleure partie. Est-ce que tu peux me décrire comment serait ta meilleure partie? Et donc là, voilà, de se dire, tiens, ce serait une partie, par exemple, vachement serrée, où je suis content des coups que je trouve des choses qui me surprennent moi-même. Ça peut être une réponse. D'autres personnes, ce qu'ils veulent, c'est vraiment un côté bulldozer, un côté tank qui déroule et que du début à la fin, il se sent un truc de puissance qui augmente. Il peut y avoir vraiment plein de choses. La meilleure partie et la pire partie. Et après, le meilleur tournoi, pour ça il faut des tournois en vrai, mais vous imaginez si vous en faites pas en vrai, hein, mais ce serait quoi au niveau de l'ambiance, au niveau de plein de choses. Et puis le pire tournoi. Et là, ça amène déjà des éléments qui vont vous servir pour le pourquoi, qui vont vous servir de ce qui vous motive. Et l'idée, c'est que lorsque vous êtes en baisse de motivation, vous n'avez plus trop envie, vous avez un sort de joker. Si ce qui vous fait kiffer, c'est de faire des parties en 3 minutes plus 2 secondes, vous avez ce joker-là. Pour progresser, ça vous permettra pas de progresser. Hein. Les 3 minutes plus 2, ça ne peut pas. Vous arrivez à un moment donné à un plafond et puis c'est limité. Pour progresser, il faut progresser en profondeur. Et après, ça améliorera vos résultats. Mais si ce qui permet de tenir au niveau de la motivation, c'est une carte. On va pouvoir l'utiliser. Donc voilà un peu pour le côté Dux. Je vais pas aller plus loin parce qu'en fait, on tombe quasiment dans du développement perso, mais en fait, la plupart du temps, je n'en entends pas parler. Ailleurs, sur Internet, etc., on est tout de suite dans la technique. Et pourtant, ce côté mental est intéressant parce que, comme dit, faire des échecs, à un moment donné, sa priorité dans sa vie, plus ou moins. Hein, voilà, il faut faire un sacrifice. Il faut y consacrer du temps. Donc, à un moment donné, est-ce que vous allez y consacrer 15 minutes par jour, 20 minutes? C'est comme un instrument de musique. Si vous voulez apprendre la guitare, et puis de la guitare, vous en faites une fois par mois, même pendant 4 heures, vous n'allez pas progresser. Ça ne va pas, il faut que ce soit régulier. Et les échecs, au niveau de l'apprentissage, au niveau de la progression, c'est comme un instrument de musique et c'est comme une science. Le côté science, je vais le développer juste après. Bon, donc première étape, premier pilier, le DUX, le côté mental. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai après. Le deuxième, c'est le plan. Alors, deuxième pilier, le plan. Donc, le progrès passe par des entraînements efficaces. Sans oublier le plaisir, de toute manière, on se connaît à l'enthousiasme, au côté fun, ludique, pouf, de tomber sur voilà, cet exemple hein, du problème qui date de 840, une petite touche d'histoire, etc. Bon, ça c'est parfait, c'est vachement intéressant. Et voilà, les échecs reflètent vraiment, ça aussi j'en parlerai après, mais les échecs reflètent vraiment la réalité historique. Et c'est vachement intéressant. Il y a eu différentes périodes dans les échecs, comme dans la peinture. Il y a le romantisme, il y a les échecs scientifiques, il y a le moderne, hyper-moderne, etc., etc. Et ça c'est fantastique. Et connaître ça, on se sent appartenir à l'histoire, on se sent appartenir à quelque chose de plus grand et ça motive. Bref, mais le problème, plan. Donc, savoir développer son intelligence temporelle. L'intelligence temporelle, alors d'ailleurs ces mots qui peuvent paraître un peu bizarres, c'est quelque chose d'utile pour tout, c'est vraiment j'ai du temps, j'ai 24 heures, qu'est-ce que j'en fais dans la journée? Et donc, c'est quelque chose qui se développe petit à petit avec des essais et des erreurs, c'est déjà le cas chez tout le monde. Et donc, cette intelligence temporelle,
Ben parfait, et pareil, il va falloir un peu la développer. Le truc de base, la petite astuce, c'est simplement de mesurer le temps que vous consacrez aux échecs pour progresser. Le moment où vous jouez simplement, vous pouvez aussi le coter si vous voulez, mais ça doit être à part. Mais vous devez avoir un chrono, que vous utilisez une application en ligne ou un simple chronomètre, whatever, qu'importe. Il faut que, à la fin de la semaine, vous dites, OK, cette semaine, j'ai étudié les échecs pendant 25 minutes. Et c'est très bien, c'est une donnée. Et les études montrent que le simple fait de mesurer le temps qu'on passe à une tâche, ça nous encourage à passer plus de temps et plus de temps de qualité parce que c'est en plus que c'est mesuré. Donc voilà, clairement là, je remonte là, j'ai reçu aujourd'hui, je suis content, mais le gros bouquin là de 700 pages, je pourrais dire waouh, 700 pages là, c'est un petit peu démotivant, hein. En même temps, c'est excitant, mais sur la durée, voilà. Mais sur la durée, ce que je fais, l'une des choses que je fais, c'est que je mesure et que je me dis voilà, je vais passer 1h30, je pense, par jour, 4-5 jours de la semaine dessus. Voilà, et je le mesure. Et à la fin de la semaine, j'ai des stats. À la fin du mois, j'ai des stats. C'est de la data, c'est de la donnée. Et en plus, le jour où on se dit, mais tiens, j'ai envie de progresser, on va augmenter ce chiffre-là, passer plus de temps dessus. Donc, intelligence temporelle, vachement intéressant. Ensuite, votre personnalité échiquienne. On va arriver aux échecs purs et durs. C'est le troisième point. La personnalité échiquienne. Alors là, c'est la personnalité de travail pour progresser. Donc, on s'est un peu amusé. Enfin, je me suis un peu amusé là au niveau de Chess Vélorome. Il y a Rocky Balboa, il y a Samouraï et il y a Dionysos. Pour faire simple, les personnes choisissent aujourd'hui, maintenant, quel profil veut être. Rocky Balboa, c'est le côté go go go. On y va, on fonce. Voilà, c'est souvent le début, on a plein d'enthousiasme, on a plein de temps, on y va. Ça dure plus ou moins longtemps, plus on arrive à avoir un pourquoi qui est fort, à avoir passé du temps à développer ce côté Dux, ce côté mental, plus ça va durer longtemps. Il y a le côté samouraï. Lui, c'est le fait d'optimiser l'effort. J'aime bien dire que c'est un optimaliste. C'est-à-dire que c'est le maximum d'effort en un minimum de temps. Voilà, très, très samouraï, très droit, concentré. Ça, c'est un profil qui est intéressant, notamment sur la durée, qu'on peut tenir sur la durée. Et là aussi, c'est de se dire, voilà, j'ai peut-être 30 minutes, 3 fois par semaine à consacrer aux échecs. Comment est-ce que je l'optimise au maximum? Si pendant ces 30 minutes, voilà, c'est ces 3 séances de 30 minutes, vous en passez 2 à jouer en 1 minute sur Internet, ça va pas vous progresser, hein. L'illusion de progresser. Mais sur la durée, ça ne donne rien. Ça aussi, c'est important. On cherche vraiment, enfin, c'est ma démarche en tout cas, hein, il y en a d'autres, mais voilà, je cherche à progresser, pas forcément rapidement, mais surtout à progresser longtemps. C'est une notion sur la durée. Bon, Samouraï et Dionysos, ça, c'est Dionysos, c'est la fête, c'est selon ses envies. De là aussi, on adapte un petit peu l'entraînement pour que si la personne, elle souhaite travailler juste de temps en temps, qu'elle ait des choses qui soient faciles à mettre en place, qui soient déjà un petit peu mâchées, mais qui permet au minimum de garder un lien avec les échecs, de ne pas régresser, et qui permet quand même de satisfaire la curiosité pour à un moment donné pouvoir être plus samouraï ou plus balboa. Donc, là, comme ça au débeauté, à votre avis, vous, c'est quoi en ce moment? Ça peut changer, quasiment de semaine en semaine. Hein. C'est quoi? Est-ce que vous êtes plutôt Rocky Balboa, go 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 à fond, et c'est pour ça que vous êtes là au webinaire, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes plutôt samouraï ou alors Dionysos? Je vous laisse répondre sur le chat. Et moi, je continue un petit peu. Au niveau du plan, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, si vous avez reçu le mail, et là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, avec l'importance des patterns. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait un exercice qui était pas facile, qui n'était pas difficile non plus, mais c'était surtout une histoire de méthode. Et si il y a une chose que vous devez retenir ce soir, il y en a plein qui sont importantes, mais ça, d'un point de vue très pratico-pratique, pour vos parties, dès qu'il y a la tactique, c'est vachement intéressant, c'est le pitch. Et pour ça, hop, je vais vous partager une position, hein, hop, donc, pof, que je retrouve le bon, ah oui, ça c'est pas mal, ok,
Tac, tac. Dio. Ah, on a déjà un Dionysos qui est là. Eric. Eric, le viking Dionysos. Partager l'écran. Il n'y a pas de mauvais profil, hein. Ça semble peut-être évident, mais pas forcément. Il n'y a pas de mauvais profil. C'est une histoire de période. Et puis surtout, c'est des profils qui se nourrissent les uns les autres. C'est-à-dire que si on est très Dionysos, qu'on va prendre à droite, à gauche, à un moment donné, on va sentir que ça nous démange, qu'on a vraiment envie, là, d'être sérieux, entre guillemets. Et du coup, pouf, de basculer dans un Rocky Balboa. Rocky Balboa, ça permet de faire un peu une overdose d'informations, de concepts. Et après, il sera peut-être nécessaire de repasser sur Dionysos juste pour laisser le temps d'intégrer ces concepts. Bon, tac. Ok, partager. Voilà. Ça, là, on a un samouraï. On a un samouraï aussi. Très bien. Bon. Alors. Ici. On va commencer tout de suite par appliquer le pitch. Ça, vous l'avez reçu par mail. Ce qu'on va voir, c'est que alors, l'un des outils que j'encourage vachement à utiliser, l'un des concepts, c'est le concept du baluchon. C'est-à-dire, c'est comme un baluchon où dedans, vous mettez vos exercices. Vous avez une série d'exercices. Ça peut être 50, ça c'est le minimum, 100, 200 exercices, et que vous allez rabâcher, que vous allez résoudre de plus en plus rapidement. Parce que ce qu'on veut, c'est la maîtrise des patterns. La plupart des parties, à votre niveau, de ce que j'ai vu au niveau du chat, c'est peut-être 95% des parties qui sont gagnées ou perdues à cause d'une erreur tactique. Et donc, il y a une méthode, c'est pas secret, après chacun l'adapte un petit peu, qui consiste à faire en sorte qu'on puisse reconnaître les patterns. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la position, la réponse saute aux yeux avant qu'on puisse calculer. Et pour que ça devienne intuitif, il s'agit de reprendre les mêmes exercices en se posant les bonnes questions. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous détailler un peu le processus. Hop, je vérifie, vous l'avez bien devant les yeux. Oui, c'est pas mal. Je vais peut-être même pouvoir le mettre un petit peu plus grand. Ok. Donc, là, c'est au blanc de jouer. Alors, peut-être que vous avez déjà vu la réponse. C'est au blanc de jouer, pouf, ça vous saute aux yeux, très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la réponse, c'est le processus de réflexion. C'est se poser les bonnes questions. En fait, une partie d'échecs, c'est simple. C'est celui qui fait l'avant-dernière erreur qui gagne. Et donc, si pendant la partie, je pouvais être là sur votre épaule et vous chuchoter les bonnes questions à se poser, vous gagnerez. Enfin, tout dépend du niveau en face, mais de mon propre niveau. Mais si vous avez un ordi qui vous pose les bonnes questions, bingo. C'est surtout une histoire de questions. Et donc, le processus de réflexion consiste à apprendre à se poser les bonnes questions au moment opportun. Donc ici, je vous propose l'outil du pitch. Pitch, 3 lettres, P, I, C. Tout d'abord, le P. Le P, c'est pour photographier. Quand on a une position comme ça, qu'on sent qu'il y a de la tactique, donc un exercice tactique, ou dans la partie où vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, vous photographiez. Et ça dépend directement de votre niveau, c'est-à-dire de repérer les zones de tension, les zones où il y a des choses qui se passent, des forces, des faiblesses. En fonction de niveau, ça peut juste être, tiens, il y a une pièce qui est en prise, est-ce qu'elle est protégée? Donc ici, on sait que c'est au blanc de jouer. Donc, bon, les noirs, on peut voir qu'une menace de prendre suivi d'un mat. Bon, d'accord, on relève plutôt pour les blancs, c'est au blanc de jouer. Les zones de tension, on commence pas par calculer, c'est vraiment juste tac. Ok, on remarque que là, le roi noir, il n'a plus de case de fuite. Ok, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On peut remarquer que la dame attaque la tour, qu'elle est protégée. Bon, ça reste une information. On peut remarquer, tiens, qu'on a un cavalier, tu pourrais faire échec là ou là. Pourquoi pas? C'est aussi une information. Voilà, photographie, vraiment, on va regarder tout ça. Lorsqu'on s'entraîne à développer son processus de réflexion, on a souvent envie d'aller trop vite. Et tout le monde, même moi, et même des joueurs bien plus forts, on a envie de tout de suite calculer. Ah oui, je fais ça, il fait ça, il fait ça. Le problème, c'est que ça crée un effet tunnel. C'est qu'on part tout de suite dans une variante. Or, il y a énormément de possibilités aux échecs. Il y a énormément de coups. Là, je sais pas, il doit y avoir une quarantaine de coups possibles pour les blancs, un truc comme ça.
Si on les compte, le pion, il peut aller là ou là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tac, tac, la dame. Ouais, je pense qu'on peut être facilement à une 40, 50 coups possibles différents. Donc, on peut pas en choisir une juste comme ça et calculer à fond. Et si ça marche pas, calculer pour les autres. Non, on va faire du tri pour économiser justement notre calcul mental. Donc, ici, on a commencé à photographier. Bon, les éléments importants, vous en avez peut-être découvert d'autres. Bah, c'est très bien, ça dépend de son niveau. Là, ce qui nous intéresse ici, ça va être de remarquer qu'il y a quand même une forte pression au niveau du roi sur les cases blanches et qu'il y a le cavalier qui peut faire échec. Ok. Tiens, on pourrait aussi remarquer la petite fourchette sympathique, mais comme on a notre propre dame en prise, ça, c'est pas une bonne idée, et qu'en plus, il y a les noirs qui menacent de faire mat. Bon, ça c'est le P pour photographier. Le I du pitch, c'est imaginer. Là, c'est le moment où vous pouvez vous imaginer tout puissant. Vous êtes un demi-dieu et vous avez le droit de bouger les pièces comme vous voulez. Et donc, ça permet en fait d'avoir une sorte d'arrivée, de ligne d'arrivée, d'objectif, et de se dire, ben tiens, si je pouvais vraiment faire ce que je voulais, que ça reste plausible, ben madame, ça me plairait bien de la mettre là, si le cavalier ici n'était pas là. Alors ce serait mat. Ok, c'est une chose. Qu'est-ce que je pourrais imaginer d'autre? Et voilà, on cherche des petites choses comme ça qui semblent sympathiques. Ah bah si le cavalier pouvait faire échec, mais sans couper ces deux lignes, ce serait mat. Tiens, c'est intéressant aussi. Voilà. Ça, c'est le côté imaginer. Et ensuite, le C. Pitch de photographier, imaginer, calculer. Le C, c'est calculer. De tout d'abord, c'est calculer ses candidats. En fait, tout d'abord, on liste les coups candidats. Un coup candidat, c'est simplement un coup qu'on pourrait jouer. Voilà, c'est un coup candidat. Et on les liste. Et là aussi, c'est très difficile, c'est qu'on liste d'abord les différents coups. Il faudrait juste pouvoir les justifier en une phrase. Mais on les calcule pas encore. Parce que, bah, on risque de se dire, ah bah oui, bah tiens, moi j'ai envie de calculer ce que ça donne ça. Et du coup, on commence tout de suite à calculer. Alors que si on liste les différents coups, bah, on remarquerait peut-être qu'il y a un coup qui est plus intéressant à calculer d'abord. Toujours la même chose. Enfin, les échecs, c'est un sport. Donc, on s'économise. C'est un sport mental. On s'économise. On peut pas tout calculer n'importe comment. Donc là, on va lister les coups de candidats. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y aurait d'autres coups candidats que là, je vais pas lister, mais simplement bouger la dame ou c'est un peu compliqué. Comme il y a le matelas, ça enlève déjà tout ce qui n'est pas échec ou gros sacrifice. Voilà, on a fait le pitch. Photographier, imaginer, calculer. Et donc, on se dit, ok, on va calculer ça et on va calculer ça. C'est possible, certainement, les deux coups que vous avez envie de calculer dès le début. Mais là, on a rajouté des informations. On a rajouté ces informations-là et l'histoire du fou. Fou, dame, les cases. Et là, si la réponse, je vais voir un peu ce que vous dites, mais si la réponse vous a pas sauté aux yeux, c'est parce que vous n'avez pas encore le pattern dans la tête. Alors, hop. Qu'est-ce que vous dites? Tac, 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 tac. Ok. L'autre, c'est que vous n'avez pas encore le pattern qui vous saute aux yeux. Pour résoudre cet exercice-là, alors soit il faut réfléchir en utilisant le pitch et vous finissez par le trouver, soit vous avez eu à un moment donné un cours ou alors pendant une partie quelque chose qui vous a marqué et vous avez retenu. Ici, il y a un élément, ça s'appelle le mat à l'étouffer. Si vous connaissez le mat à l'étouffer, si vous l'avez en tête, si c'est quelque chose de connu pour votre esprit, ben en fait, lorsque votre cerveau voit ça, il sent le mat à l'étouffer, sans que ce soit conscient, il commence déjà à faire tac 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 tac. Oh, en fait ouais, c'est pas mal. Là, on a un mat à l'étouffer dans 3 coups. Voilà. Sans avoir besoin de réfléchir. Et ben, Magnus Carlsen, champion du monde actuel depuis maintenant 2013, il dit que ça lui prend 10 secondes pour trouver un coup. Et après, il passe tout le reste du temps de réflexion à vérifier que son intuition ne l'a pas trompé. Mais la plupart du temps, au bout de 10 secondes, il l'a eu. Et il doit vérifier. Et c'est ça chez les forts joueurs, et puis c'est ça, qu'importe le niveau. C'est le fait de sentir, de développer cette sensation, cette reconnaissance de pattern. Donc là, vraiment, le pitch, je trouve que c'est un petit trésor, parce que
on cherche toujours, en tant qu'entraîneur, on cherche toujours les meilleures images, les meilleures choses. Le pic est quand même très bien pour tout ce qui est tactique. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé mieux. Voilà. Et ici, donc, le mat à l'étouffer. Alors, qu'est-ce que le mat à l'étouffer? Alors, hop, je vais vous le trouver ici. Voilà. Ici, c'est le mat à l'étouffer. Là, c'est au blanc de jouer. Là, il y a un mat typique. C'est un schéma de mat, comme le mat de couloir, le mat de Boden. Enfin, il en existe des dizaines. C'est vraiment pour développer cette sensation. Donc là, en fait, c'est au blanc de jouer. Je vous le montre. Échec. On a un double échec. Là, pareil, hop, concept tactique, double échec. Vous en avez sûrement déjà fait dans vos parties, mais si à aucun moment donné, à aucun moment, il y a eu le focus là-dessus et de se dire double échec, caractéristique du double échec. Lorsqu'il y a un double échec, l'adversaire est obligé de bouger ce roi. Obligé. Il est échec à 2 endroits différents, obligé de bouger. Et du coup, c'est une très grande force parce qu'on peut, même si les 2 pièces qui font échec sont attaquées, le roi est quand même obligé de bouger. Là, le roi bouge et on a un sacrifice de la dame. Voilà, ça c'est un mat à l'étouffer classique, à l'étouffer parce que le roi, il se fait étouffer par ses propres pièces. Voilà, c'est classique, avec la dame qui se sacrifie. Voilà, c'est le pattern, la position typique. Il y en a d'autres, il y a des mats semi-étouffés, on va pas rentrer dans les détails, mais là c'est déjà classique. Si vous avez ça en tête, que vous connaissez, que vous l'avez déjà un peu mâché, rabâché, c'est beaucoup plus simple de trouver la réponse ici. On va rechercher ce double échec et on va le faire. Double échec, bon, on sait que là, on a une forte puissance, c'est assez puissant. On a vu aussi, ça c'était au niveau de photographier, on a vu au niveau de imaginer qu'on aimerait bien que la dame, elle se rapproche. Voilà, on a dit là. Maintenant, sur cette case-là, maintenant que vous avez un peu plus de bouteilles avec cette histoire du mat à l'étouffer, au moment d'imaginer, on aurait pu imaginer autre chose. On aurait pu se dire, tiens, si cette pièce-là, elle était là, quel coup saugrenue, on aurait un mat. Ah dis donc. Si le cavalier est en H7, on peut faire cavalier G6 mat. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait voir au moment d'imaginer. Il suffit que les noirs aient un très gros moment d'inattention, mais néanmoins, en un coup, si les noirs jouent mal, ils se font mater. Ça, c'est intéressant. Donc là, au niveau des coups candidats, je n'ai pas parlé de cavalier, mais avec cette nouvelle information, on peut se dire, est-ce que la dame ne peut pas venir là? Si le cavalier prend, c'est mat. Bon, évidemment, c'est pas le cavalier qui va prendre, c'est le roi. Et là, ça marche pas. Mais on le garde dans son esprit. On a regardé le premier coup candidat, finalement, le plus intéressant, c'est justement cette dame H7 échec. Ça marche pas maintenant. On se rappelle pourquoi ça ne marche pas, parce que le roi peut prendre. Ok. Et donc, la réponse, on avance tout de même, c'est, hop, cavalier G6 échec. Cavalier G6. On voit que le roi ne peut pas fuir. Ne peut pas fuir ici en G8. Donc, obligé de monter. Le roi va monter. Et là, on retrouve cavalier, dame. Comme sur le mat à l'étouffer, cette histoire de double échec. Donc, on va exploiter ça, l'histoire du double échec. Là, il n'y a qu'une seule case pour le cavalier. Échec. Double échec. Donc, double échec, c'est pas la peine de regarder est-ce que le pion peut pousser. Ah oui, c'est plus échec par la dame, mais non, il y a le cavalier. Non, c'est un double échec, caractéristique fondamentale, le roi est obligé de bouger. Et là, pour tous ceux qui aiment jouer des parties très rapides, ça aide d'avoir fait ce travail de profondeur, parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir à tout. Vous le savez, le roi est obligé de bouger. Il n'a qu'une seule case libre. Et là, maintenant, notre dame H7, qui était notre premier coup candidat, qui ne marchait pas parce que la dame n'était pas protégée, eh bien, ça marche. Obligé de prendre. Et on a le mat. Un mat à l'étouffer, différent de celui qu'on a vu, mais comme on a bien compris l'exemple typique que je vous ai montré avant, de mat à l'étouffer, on a repéré les caractéristiques. Et du coup, après, on a juste joué avec. Un peu comme lorsqu'on apprend des gammes à un instrument de musique. Au début, on ne voit pas en quoi ça nous permettrait un jour de faire des morceaux. Et puis un jour, on arrive à improviser parce qu'on a fait ce travail de gamme, entre autres. Bon, voilà pour le pic. Je voulais quand même vous montrer ça ce soir. C'est quand même vachement sympathique de photographier, imaginer, calculer. Alors peut-être, j'essaie de m'adapter à tout le monde, peut-être c'est aller un peu vite,
L'idée n'est pas non plus de passer 2 heures là-dessus, mais juste de vous donner des petites billes, de vous donner un peu envie, en fait, envie de trouver que les échecs c'est badass et d'avoir des éléments un peu précis pour pouvoir progresser. Donc pensez-y au pitch. Dès qu'il y a de la tactique, c'est pas mal. Photographier, imaginer, calculer. Je vous garantis que si vous faites ça dans l'ordre, que vous commencez déjà bien à photographier, à prendre votre temps, et vous allez voir, c'est cyclique. Parce que vous allez faire, ok, je photographie, j'imagine, je calcule, je liste et je calcule les coups candidats. Et puis vous allez trouver un nouvel élément, comme on a fait là. C'était fait exprès pour avoir ce truc. Ah oui, mais là j'ai un nouvel élément. Alors je reviens en arrière, je refais. Et ça, c'est super bien. Et c'est ça qui va permettre de prendre du temps maintenant. C'est comme reculer pour mieux sauter. Ben, ça va permettre à votre cerveau de bien enregistrer ses positions. Et vous allez voir qu'après, quand vous allez photographier, hop, vous voyez tout de suite la réponse. Bon. Bon, le pitch, ça, c'est fait. Quelle heure il est? Est-ce que vous voulez un deuxième exemple? Cavalier G6 puis F8, bah oui, Vincent, c'est tout à fait ça. Ok. Donc du coup, est-ce que vous voulez un deuxième exemple là-dessus ou on passe à la suite? C'est un peu comme vous voulez. Sinon, j'ai un deuxième exemple sur le même thème. Hein. On reste proche. C'est celui-là. Oui, 71. Hop, on va le faire rapidement. Enfin, je veux pas non plus que ça dure trop longtemps et que vous soyez tous endormis avant la fin. C'est pas du tout le but. Mais ici, c'est au noir de jouer. Hop, aux photographies. Là, je vous mâche le travail. Hein. Mais c'est surtout pour que vous compreniez la méthode. Après, c'est à vous de l'appliquer. Là, ici. Oh, bon. Pof, vous devez voir. Alors, en fonction des gens, bon, soit pouf, vous le voyez tout de suite. Soit ça prend un peu de temps, mais au moment de photographier, que les noirs ont une menace de mat. Les blancs, pardon. Les blancs ont une menace de mat. Quasiment en un, parce que la dame se sacrifie devant et c'est foutu. Donc, ça, déjà, ça veut dire que si vous voulez vous en sortir, soit il faut empêcher la menace de mat, soit il faut être plus agressif. Et là, vous savez que c'est un exercice. Enfin, c'est une vraie partie qui a été jouée en 1971, entre Ilchenko et Sozina. Voilà, vous savez que de toute manière, il faut être faut être agressif là-dessus. On retrouve un mat à l'étouffer, effectivement. Et celui-là, c'est vraiment cette histoire de perroquet qui est sur votre épaule. C'est-à-dire que si on vous pose les bonnes questions pendant la partie, vous trouvez. Ici, c'est vraiment difficile de trouver ce dont les noirs doivent faire si on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, il faut vraiment photographier, ça prend du temps de tout voir. Voilà, de repérer qu'effectivement ici, il y a de la pression, qu'il y a des possibilités de maths. Ok, qu'il y a la dame qui contrôle ça, que le cavalier pourrait avoir un rôle à jouer. Lorsqu'on imagine, il faut vraiment pouvoir voir les types de maths typiques avec les deux tours qui sont là, etc. Et il y a un maths qu'il faut réussir à imaginer. Et c'est celui-là, si vous l'avez, ça marche. Mais sinon, il y a toutes les chances que vous passez à côté. Et donc, maths à l'étouffer, qu'on retrouve un peu la même chose, c'est qu'en fait, de remarquer qu'en fait, alors comment, pour pas vous donner trop vite la réponse, et c'est, il faut au moment donné, voilà, à un moment donné où on imagine, il faut se dire tiens, si la tour était là, ou n'importe quelle autre pièce qui mange pas en diagonale, on pourrait faire mat en un coup. Et ça, c'est une information, si ça vous pop pas dans l'esprit, ça vous apparaît pas, et donc que vous n'avez pas bien photographié, pas bien imaginé, vous n'allez pas réussi à trouver la réponse. Et donc, effectivement, la tour là. Et là, du coup, on retrouve, on se dit, tiens, la dame, hop, échec, la tour prend, et c'est fini. Mais, évidemment, comme avant, le roi peut aussi prendre. Et c'est là, parce qu'avant, on a repéré, on a imaginé, je le fais un peu rapidement, mais on a imaginé, on a vu qu'il y avait, tiens, oui, ce type de maths avec les tours ici, ça c'est sympa, c'est classique aussi, ça fait maths. Et c'est là qu'on peut se dire, oui, je peux sacrifier la dame, parce qu'on prend avec échec, le roi rebouge, on peut bouger les pièces, hein, échec.
Bon, si la tour prend, on a notre mat à l'étouffer. Voilà, le roi ennemi meurt étouffé par ses propres pièces. Bon, et si le roi prend, eh bien on a échec. Hop, ça se déplace, échec. Et finalement, c'est quand même un mat qui a pris, on a combien de coups là, qui a pris 4 coups, mais les derniers coups sont assez logiques. Hein. C'est pas du tout une histoire de nombre de coups. La difficulté, c'est rarement une histoire de nombre de coups. Parce que si les coups sont logiques, cool de sens, voilà. Mais pensez à ce dame G1, sacrifice de la dame, c'est très difficile. Si, avant, dans votre esprit, c'est vraiment de l'imagination, et pour que ce soit possible, bah, il faut qu'à un moment donné, votre esprit, votre cerveau l'ait déjà rencontré. Ah, le pattern. Rappelez-vous, le pattern, je l'ai encore, oui. Le pattern ici, où on sacrifie la dame, échec. Voilà, ça permet de créer le fait que ce soit possible, d'imaginer que ce soit possible de sacrifier la dame. Voilà, ça c'est pour l'importance vraiment des patterns, l'importance d'avoir du coup un ensemble d'exercices que vous allez réviser régulièrement. Voilà, régulièrement. Voilà, ceux-là maintenant, j'ai plus besoin de le réviser, je le connais. Alors j'en ai d'autres qui vont plus loin. Voilà, mais il faut vraiment que vous le connaissez plein de fois, etc., que vous le voyez dans d'autres positions où les pièces sont placées un peu différemment, etc. C'est l'exemple qu'on a fait. Voilà, ici c'est un mat à l'étouffer et l'autre aussi c'était un mat à l'étouffer. Donc voilà pour le pitch, pour le baluchon. Et maintenant, alors, hop, où est-ce que vous êtes, vous? Ici. Voilà, mais Vincent, décidément, il est au taquet. Est-ce que Vincent, tu as indiqué ton niveau? Tu n'as pas indiqué ton niveau? Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Ça permet aussi d'adapter les explications ou simplement, enfin ouais, voilà. Ok, très bien. Maintenant, le dernier pilier, c'est le premier pilier auquel on pense habituellement, mais je l'ai mis en dernier, ça reste quand même très important, c'est en fait la bataille. Ça veut dire tout le matériel pédagogique, tout le matériel qu'on a besoin pour progresser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on joue comme ça, on progresse, oui, jusqu'à un certain niveau, plus ou moins loin en fonction des uns et des autres, c'est un peu on va dire le talent de chacun. Bon, mais pour aller plus loin, c'est là qu'il faut avoir du matériel de qualité. Il faut avoir des exemples comme l'histoire du mat à l'étouffer. Donc il faut pouvoir avoir listé, et j'insiste vraiment, et c'est là-dessus les échecs, c'est comme une science, c'est que il y a un ordre pour apprendre les choses. C'est pour ça que butiner des vidéos YouTube sur telle ouverture, sur tel truc et tout, ça risque de donner l'illusion de progresser. On a l'impression qu'on a appris des choses, mais on est incapable de l'appliquer, simplement parce qu'il y a une logique. Comme dans une science, si vous apprenez les mathématiques, vous n'allez pas apprendre la division ou la multiplication avant d'avoir appris la soustraction ou comment on dit quand on fait des sommes, ou le fait d'additionner. Voilà. Donc il faut d'abord apprendre à additionner avant d'apprendre à multiplier. Ça paraît logique pour les mathématiques. Dans toutes les sciences, c'est comme ça, mais les échecs aussi. C'est comme ça. Donc là, je vous ai montré le mat à l'étouffer. Mais si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas encore le mat du couloir, si vous n'avez pas encore développé la visualisation, de voir une pièce qui est en prise en un ou deux coups, ça sert à rien d'aller voir des techniques de maths. Donc il y a un ordre. Et donc ça, la bataille, c'est vraiment important d'organiser tout cet ordre-là. Il y a plusieurs organisations possibles, mais globalement, on sait qu'à tel niveau, vous devez connaître ça, à tel niveau, ça, etc. Ça a une certaine logique. Et c'est comme ça qu'on peut progresser et qu'on n'avance pas la fleur au fusil, au petit bonheur, la chance. Bon. Alors, donc voilà vraiment pour la bataille, il y a beaucoup de choses. Hein. À Chess Vélorome, on avait fait une carte du progrès où il y avait 40 cours, voilà, pour vraiment poser surtout sur tout ce qui est tactique. Mais là maintenant, ce sur quoi je veux, ce que je vais vous parler maintenant, et là c'est vachement intéressant. Je vérifie juste s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, une fois que c'est fini, je pourrais vous répondre par mail évidemment, mais bon, c'est peut-être aussi l'occasion. Bon, donc maintenant ce que je veux vous parler, c'est de l'itinéraire du progrès. Et ça, je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé. Je ne dois pas être le seul, hein, mais
ça court pas les routes. C'est qu'en fait, j'ai regardé l'histoire du jeu d'échecs. Comment le jeu d'échecs s'est structuré. Avant, on avait un programme de 840. Bon, voilà, moi, je suis remonté à 1600. 1600, Greco, on va dire le premier joueur professionnel, on pourrait dire ça, et surtout le premier adolescent qui battait déjà des adultes. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que la manière dont la somme des connaissances dans l'histoire du jeu d'échecs s'est organisée, eh bien, ça suit la progression de tout un chacun. C'est-à-dire que, attendez, je peux vous enlever la position. Hop, voilà. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde, tout d'abord, à partir du 16e, 17e siècle, parce qu'avant, tout simplement, les règles d'échecs bougeaient encore. Donc, c'est vers 1600 qu'on a commencé à arrêter de bouger, notamment parce qu'il y avait l'invention de l'imprimerie, donc il y a eu des livres qui sont sortis. Ça a permis de se dire, bon, voilà, on va plutôt jouer selon cette variante-là. Et puis, voilà, il y a eu l'histoire de la dame qui, avant, c'était juste un ministre, qui se déplaçait comme le roi et qui ne servait pas à grand-chose. Puis, sous l'influence de la reine d'Espagne, voilà, il y a eu une dame puissante, il y a eu le rote, la prise en patient, la promotion à la dame. Ok, c'est bon. Ou autre chose. Ok, c'est bon. On va dire 1500, 1600. Ça, c'est bien calé au niveau des règles du jeu. Et depuis, ça ne bouge plus. Voilà. Il y a des différences en tournoi, mais c'est pas des différences qui sont liées directement aux règles du jeu. Et donc, depuis cette période-là, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs d'échecs, eh bien, avaient un style qui représente vraiment le style que l'on devrait développer en fonction de ce niveau en tant que joueur. C'est-à-dire que tout d'abord, on avait plutôt le romantisme. Le romantisme, c'est Greco, Paul Morphy, Andersen. Voilà, ce sont des joueurs, c'est très tactique. C'est-à-dire, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. On jouait surtout pour faire des paris. On pariait sur celui qui allait gagner. Il fallait que qu'il y ait du sport, que ce soit spectaculaire. Et donc, on avait un style de jeu qui était tout pour l'attaque. Voilà, on n'hésitait pas à sacrifier, les pions nous intéressaient pas. Voilà, le but c'était vraiment, voilà, on mettait le roi à l'abri et puis on attaquait, on attaquait, on attaquait. Et c'est tout à fait intéressant pour quelqu'un qui débute jusqu'à un certain niveau parce que on apprend à ne pas laisser traîner les pièces, on apprend à occuper le centre, à mettre son roi à l'abri pour pouvoir attaquer et on reste bien focus là-dessus. Et donc le romantisme, c'est vraiment intéressant. Pour un début, il faut commencer par ça. Ensuite, vient dans l'histoire Philidor, vous connaissez peut-être, avec cette phrase que le pion est l'âme du jeu d'échecs. Donc là, Philidor qui était en fait un musicien très connu, mais nous, on s'en souvient en tant que joueur d'échecs, ce qui est un petit peu drôle. Voilà, c'était aussi un très fort joueur d'échecs, évidemment. Et là, c'est le basculement. On commence à basculer de la tactique vers la stratégie. Tactique, cette sorte de calcul. Voilà, au début, c'est ça, on fait beaucoup de résoudre des maths, des exercices, etc. Et puis la stratégie. Là, on commence à avoir un plan, on va dire, à moyen terme, à quelques coups. La stratégie, c'est de se dire, tiens, je vais placer mon pion là, parce que ça me permet de développer des pièces, ça me permet de faire ça. C'est des plans à moyen terme. C'est pas du long terme, la stratégie. C'est court terme, moyen terme. Et après, dans l'histoire, on a eu Steinitz, le premier champion du monde officiel. Un type détestable, mais au niveau du jeu d'échecs, il était en avance de bien 50 ans. Et voilà, il est né pauvre, il est mort pauvre, mais entre-temps, il est devenu champion du monde. Voilà, de là on est fin 1800, je sais plus exactement encore, ça doit être 1892, un truc comme ça, qu'il est devenu champion du monde. Voilà, et lui, c'est le début des échecs scientifiques. C'est-à-dire, un petit avantage suffit pour gagner. Si à un moment donné vous gagnez un pion, si vous jouez le mieux possible, à la fin de la partie, vous avez un pion en plus, et donc vous pouvez faire une dame et gagner. Et là aussi, en tant que joueur, d'abord, c'est sur le romantisme, ok, on va vers la stratégie, et puis après, on va vers la stratégie à un niveau plus élevé. On commence à quasiment faire un peu du positionnel, etc. Et puis au quotidien, et là on glisse clairement vers le positionnel avec du Nimzowitsch, l'hyper moderne. Donc là en fait on apprend à se dire ok, le centre c'est vachement important, on a su comment se bagarrer au centre, comment gagner. Bien avec l'hyper moderne, on commence à faire du positionnel, se dire le centre c'est important. Mais ce qui est important, c'est de le contrôler, pas de l'occuper. Et du coup on va plus forcément mettre des pièces au centre. On va faire des fianchettos, des fous qui sont mis en sécurité derrière les pions, mais qui contrôlent le centre et toute une partie de l'échiquier. Et là, c'est très intéressant, Nimzowitsch et des joueurs comme ça
Voilà, et ça c'est vraiment chronologiquement dans l'histoire et je trouve ça fou. Et on arrive à aujourd'hui à un jeu qui est très 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 positionnel. Et en fait, pour caricaturer, pour prendre un raccourci, on commence par de la tactique et on finit par du positionnel super pointu. Et c'est tout à fait ça, les champions du monde aujourd'hui, etc. C'est un jeu tellement positionnel qui ressemble à un jeu de moteur d'analyse et tout ça. C'est pas du tout intéressant. En tout cas, avant, super loin, parce que simplement le positionnel, il faut pas essayer de jouer positionnel quand on est encore à un stade tactique. C'est mauvais. On joue un jeu qui est peureux et on ne comprend pas les incidences. Voilà. Et donc voilà vraiment cette histoire quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça tout à fait génial. L'histoire, bah oui, on va suivre les différentes époques, romantisme, etc. Et j'en ai sorti un programme. Donc un programme où on commence par Greco, par les principes d'ouverture et d'attaque. On continue par le fait de mener l'attaque au moment juste, etc. On va vers les échelles scientifiques, le fait d'aller encore plus loin, le fait de détruire la menace dans l'œuf, donc les coups prophylactiques. Vous savez, c'est ces petits coups que vous avez peut-être des adversaires, sans le faire exprès, hein, mais qui le jouent et vous savez pas pourquoi. Des petits coups de pion à 3 et vous dites, mais ça sert à quoi? Et en fait, c'est pour empêcher telle ou telle menace. Donc quand on arrive à ce niveau-là, c'est vachement intéressant, c'est qu'on comprend l'intention de l'adversaire. Voilà, et puis de continuer de penser out of the box. Donc voilà, de se dire, on pourrait dire contre le bon sens, mais c'est comme les exemples qu'on a vus avant. Il faut sacrifier Adam. C'est contre le bon sens. Et ça aussi, ça se développe. Donc voilà, ça c'est le principe un peu de programme itinéraire du progrès. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Alors oui, tout à fait. La conférence, vous allez recevoir un lien pour le replay. Néanmoins, je vous conseille de rester encore un petit peu parce que justement, il y a une surprise pour ceux qui peuvent. Voilà. Ok, 1300 sur chess.com. Bah écoute, bravo Vincent. Si à 1300 t'as vu ça, bon, c'est pas des exercices compliqués, mais comme dit, soit t'as le truc, soit tu l'as pas. Ok. Et du coup, on a vu la méthode pour essayer de l'avoir. Donc voilà. Là, je vous parle. Maintenant, je change un petit peu de casquette. Le programme itinéraire du progrès. Comme dit, chez Chess Bellerom, on a deux programmes. La carte du progrès, qui est bien, qui est pour commencer, c'est de la tactique. Vous y allez, c'est accessible à tous, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, et c'est pas mal. Et puis on a le programme qui est au-dessus. Pas juste en termes de niveau, parce que les deux programmes sont accessibles, enfin, c'est pas une histoire de niveau, hein, mais c'est une histoire d'engagement, d'approche et surtout de profondeur. La carte du progrès, c'est tactique. Ok, c'est bon. Si vous voulez vraiment construire votre style, et ça passe évidemment en découvrant les styles des autres, ben, c'est un programme sur 12 ans. 12 ans, sur 12 mois. 12 ans, j'aimerais bien, mais bref. Sur 12 mois, sur un an, où chaque mois, il y a un module. Il y a un module où on a un mentor, on a Greco, on a Steinitz, on a Nimzowitsch, etc., qui va nous accompagner, qui va nous prendre par la main, vraiment. Donc, qui va vous prendre par la main. Et à travers des cours, vous allez aborder différentes notions. Et l'idée, c'est vraiment, ça correspond au pilier la bataille. Je vous ai dit, c'est le pilier, je l'ai présenté en dernier, mais c'est le pilier que je souvent présente en premier, et surtout où il y a le plus de choses dedans. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est de se dire, ok, pendant un an, vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Vous n'avez plus besoin d'aller prendre à droite, à gauche. Vous êtes à fond dessus. Que vous êtes à fond ou pas dessus, à la limite, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de limite de durée. Hein. C'est fait pour que pendant un mois, vous ne vous ennuyez pas, hein, que les plus motivés, les Rambo, 30 jours sur 30, et puis il y aura du boulot, mais évidemment, si vous prenez plus longtemps, vous prenez plus longtemps. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment, voilà. Il y a des cours, voilà, des exercices, donc très important, là, le choix des exercices. Dans les exercices que je vous ai montrés, bah, ils ont été sélectionnés. On peut pas juste prendre des exercices au hasard. Enfin, si, pour le plaisir et pour progresser un petit peu en butinant. Mais ça permet pas d'avoir une progression dans la durée. Hein. Je vous rappelle, la progression dans la durée, c'est plus important que de progresser vite et puis de s'arrêter. Finalement, sur un an, celui qui progresse petit à petit ira plus loin. Et il y a aussi un carnet d'entraînement. Ça, c'est un forum parce qu'il y a la communauté qui est vachement importante. Oui, parce que c'est un programme où vous allez pouvoir échanger avec les autres, où il y a des webinaires, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je prendrai vos parties, ceux qui le veulent, pour les analyser, pour vous faire une sorte de fiche avec une liste d'erreurs, ce que vous devez travailler, découvrir petit à petit votre style. Bref, c'est vraiment un accompagnement qui est en groupe, mais avec quand même pas mal d'interactivité, où vous avez votre carnet d'entraînement, ce qui permet que les autres peuvent vous donner un coup de boost, vous aider, et inversement, avec du fun, parce que ça, si vous l'avez pas compris, pour moi, c'est vachement important, il faut qu'il y ait du fun, c'est ça qui permet d'entretenir l'enthousiasme. Et
il y a aussi, de temps en temps, j'interviewe des gens. Ça, c'est le petit bonus. Si vous êtes dans le programme Itinéraire du progrès, vous pouvez me suggérer des questions, voire des personnes, mais surtout des questions que je pourrais poser à la prochaine personne que j'interviewe. Donc là, hop, par la magie de l'informatique, regardez-moi ce qui va apparaître. Hop. Voilà. En fait, donc, vous avez compris, c'est un programme qui est quand même un petit peu badass. 12 mois, vraiment. Vous y avez accès à vie si vous n'avez pas fini dans les 12 mois, enfin, tant que je suis encore en vie et que Vélorome fonctionne. Et donc, pour ce webinaire, et là c'est important parce que c'est vraiment juste pour vous qui êtes dans le webinaire, si vous n'êtes pas encore déconnecté, il y a une réduction. Normalement, à l'année, pour accéder à ce programme qui, c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour progresser, ça coûte 200 €. Si vous le prenez, tant que le webinaire n'est pas fini, vous avez une offre de 80 € de réduction. Donc, ça fait le programme plutôt à 120 €, ça fait 12 €. Non, 10 €, ça fait 10 € par mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. En plus, il y a des facilités de paiement. Ça, je vous laisse regarder. Vous pouvez cliquer sur l'offre. Voilà, mais attention, une fois que j'ai fini de parler et de dire n'importe quoi, non, mais une fois que j'ai fini de parler, là, on va encore passer un peu de temps ensemble. Mais à la fin du webinaire, l'offre ne sera plus valable. Enfin, il y aura toujours une réduction, mais juste de 40 € pendant quelques jours, je sais pas, genre 2, 3, 4 jours, bref, pour ceux qui le regardent en replay ou qui, voilà, là maintenant c'est pas possible. Mais si vous êtes intéressé, vraiment prenez-le maintenant. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, surtout que le lance là, le 21 mars, au 21 mars. Alors, si vous le prenez, vous y avez accès tout de suite. C'est juste le premier module est débloqué seulement le 21 mars. Mais avant, vous allez voir, il y a déjà de quoi faire. Clairement, au niveau du DUX, donc au niveau du mental, au niveau du plan, vous n'allez pas vous ennuyer jusque là. Puis je rajoute encore du contenu d'ici là. Voilà, ça commence le 21 mars officiellement. Si vous vous inscrivez maintenant, ça veut dire que vous êtes vachement motivé, d'où le fait que vous avez une réduction parce que c'est plus agréable forcément pour moi de travailler avec des gens qui sont motivés. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, allez-y maintenant, je vous le conseille vraiment. Voilà. Si vous avez des questions sur le programme, allez-y. Là, c'est vraiment le moment. Voilà, il a vraiment été construit sur cette histoire de progression historique. Et le but, c'est évidemment que vous devenez badass. Donc, après, voilà, c'est pas pour tout le monde. Vous vous en doutez, dans le sens où, si pour vous les échecs, mais a priori, si vous êtes là encore au bout d'une heure, c'est que pour vous les échecs, c'est pas comme le jeu de dames. Voilà, il y a un minimum d'engagement. Il n'y a pas de temps minimum par semaine, c'est chacun qui peut gérer et tout ça, mais c'est comme un instrument de musique. Si vous dites, tiens, je vais consacrer un dimanche par mois pour le faire, non, ça vous correspond pas. Là, il faut quand même se dire que vous allez avoir des exercices à faire, des cours à suivre, à comprendre, des concepts à assimiler. Vous allez voir, vous allez très bien, il y a des mois que vous allez faire peut-être plusieurs fois. Voilà, même si le reste sera débloqué. Vous allez faire plusieurs fois parce que ça va vous apporter des choses à chaque fois, vous allez mieux comprendre certains concepts. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu de temps. Voilà. Donc, on va dire, mais comme un instrument de musique, hein, si vous pensez pas faire des échecs plus que 2 fois dans la semaine, c'est pas la peine. Au moins 2 fois, quoi. Voilà. Et après, c'est pas pour tout le monde. Évidemment, il faut savoir déjà déplacer les pièces, il faut avoir un minimum de base, mais en termes d'élo, sur les différents sites, c'est vraiment très très bas. Donc ça, c'est pas un souci parce que simplement, au début, vous allez avancer plus lentement, mais vous allez rattraper votre retard. Et puis, comme il y a ces webinaires, comme il y a le forum et le carnet d'entraînement, je pourrais repérer si vous êtes un peu bas et puis on fera en sorte de vous mettre à niveau. Ça, c'est pas de souci. Au niveau maximum, si vous avez, alors je parle en vrai de l'élo feed, hein, de 1500, 1600. Donc sur les sites, ça correspond à sur chess.com, ça va correspondre à 1600 et sur Lichess, c'est plutôt 1800. Si vous avez déjà atteint ce niveau-là, l'itinéraire du progrès va être juste. Vous allez apprendre des choses, ça c'est sûr, mais c'est juste. Et j'ai pas encore le programme pour un niveau au-dessus. Voilà. Par contre, si vous avez 1400, ne vous inquiétez pas, ça va vous permettre de progresser. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous amener loin si vous le faites plusieurs fois, etc., d'atteindre les 1700, 1800, 1900. Voilà, ça c'est l'idée. Hein. C'est l'idée. C'est juste que si vous êtes déjà proche de là, non, je vous dis, ça vaut pas le coup.
Donc voilà pour ça. Pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde. Ah oui, bah oui, il y a une garantie. Eh oui, il y a une garantie 30 jours. Parce que forcément, surtout pour les gens qui découvrent chez Velorum ici, voilà, ça peut paraître un peu abrupt. Ben, en fait, c'est simple, vous avez une garantie 30 jours. C'est-à-dire que vous pouvez être remboursé. Si dans les 30 jours que vous avez goûté à ce programme, ça vous plaît pas, ben, il suffit d'envoyer un mail et puis on fait le remboursement et puis voilà, vous êtes remboursé. Il n'y a pas besoin de se justifier. Enfin, c'est toujours sympathique, comme ça je sais qu'est-ce qui ne va pas pour vous. Mais voilà, je suis sûr du produit. C'est pour ça que je propose ce remboursement, c'est que je suis sûr. Parce que je reçois des témoignages, beaucoup pour la carte du progrès, qui est le petit produit. Très bien quand même, mais on n'est pas dans la même classe. Voilà, beaucoup. Et puis par rapport aux accompagnements que je fais, etc., et les tout premiers retours que j'ai de l'itinéraire du progrès à ceux qui l'ont découvert en avance, voilà, je suis sûr. Vous avez 30 jours, et en plus ces 30 jours commencent à partir du 21 mars. Parce que forcément, vu qu'avant le 21 mars, c'est le mois zéro, c'est la préparation, etc., l'état d'esprit, les outils, voilà, on commence tranquillement. Ça veut dire jusqu'au 21 avril. Jusqu'au 21 avril, ça vous plaît pas, vous le dites, et vous êtes remboursé intégralement. Et voilà, sans rancune, il n'y a pas de souci. Voilà, de Chain, c'est écrit sur la page de vente. Hein. Vous avez une garantie 30 jours. Et ça, c'est top. Franchement, si on pouvait avoir des garanties comme ça pour presque tout dans la vie, ce serait chouette. Mais bon, voilà, la vie, c'est pas comme un grippin. On peut pas avoir des garanties sur tout. Mais là, il y a une garantie, donc c'est pas, si vous dites, ah, je sais pas, ça va me plaire, etc. Ben, allez-y pour profiter de la promotion là maintenant. Et au pire des cas, si ça vous correspond pas, voilà, vous pouvez aussi me poser une question et puis je vous réponds et voilà. Donc voilà, je vous rappelle, hein, là actuellement c'est une promotion de 80 euros. Lorsque je vais arrêter de parler d'ici quelques minutes, lorsqu'il n'y aura plus de questions, etc. Hop, ça va passer à une réduction plus que 40 euros. Et puis le prix classique qui sera présenté, ce sera 200 euros. Donc, voilà, si les échecs vous tentent, si vous avez envie de progresser, réfléchissez-y un tout petit peu, un tout petit peu. Photographiez, imaginez, calculez, hop, c'est peut-être le moment. Voilà. Et puis, pour finir, moi j'ai envie de dire le témoignage qui me touche le plus, là où je me dis c'est bon, là j'ai fait du bon taf, du bon boulot, c'est quand la personne elle me dit qu'elle a augmenté son plaisir de jouer. Vous, ça fait peut-être pas longtemps que vous jouez, mais parfois j'ai des gens comme ça fait 20 ans, 20, 30 ans qu'ils jouent et ils continuent de jouer parce qu'ils ont toujours joué, etc. Et puis finalement, j'arrive à leur montrer que les échecs, c'est badass. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'y consacrer du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Au niveau du plaisir, évidemment, mais aussi au niveau de l'émerveillement et presque même au niveau du développement personnel. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est d'entraîner non pas des prodiges, des enfants de 4 ans qui pourraient super vite. Enfin, je pourrais pas les accompagner très longtemps, un petit peu, mais pas longtemps. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de prendre quelqu'un de normal, entre guillemets. Et de dire à cette personne, en fait, tu as un potentiel. Tu penses que les échecs, c'est compliqué, ou que tu joues juste comme ça et tout. Et non, et on peut vraiment faire quelque chose. Et donner du plaisir à jouer, à étudier. Et évidemment, le plaisir est encore plus grand lorsqu'on gagne. Donc voilà, c'est le moment de vous lancer. Hein. Donc voilà, vous avez ce code promo qui s'affiche, hein, évidemment, mais mettez-le dedans. Si vous avez des questions, c'est le dernier moment. Voilà, je vous rappelle, c'est une garantie 30 jours, une garantie 1 mois qui commence à partir du 21 mars. Donc, franchement, ouais, pourquoi hésiter? Et voilà, je pense que moi j'ai fait le tour. Hein. On est quand même passé un peu plus d'une heure ensemble. Et je compte pas les minutes du début où il y a eu un petit souci de micro. Mais ici, on voit grand, donc c'est du macro. C'est pour ça le micro, on n'a pas l'habitude. Bon. En tout cas, j'espère que au minimum, vous avez pu retenir une chose, une petite graine, quelque chose que vous avez pu planter dans votre ciboulot. Voilà, la prochaine fois que vous allez suer des hectolitres de sueur du cerveau, hop, que ça vous pop, que vous avez, tiens, c'est vrai, le pic. Voilà. Et sur ce, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Donc pour finir, mettez-moi juste un petit mot dans le chat. Dites-moi juste bye bye. Voilà. Et ce que vous avez pensé, mais vraiment juste en quelques mots.
s'il y a des trucs que vous avez moins bien aimés, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas, surtout si vous n'êtes pas intéressé par l'itinéraire du projet, c'est le moment de se dire au revoir et on verra bien lorsqu'on se reverra. Ok? Voilà, ouf, c'était quand même quelque chose. Et puis on a vu, hein, vous avez vu 840, ce problème totalement fou, totalement fou. Moi, je trouve ça fou. Surtout les règles du jeu d'échecs, c'était pas les mêmes pièces et tout. Voilà, le jeu d'échecs, on suppose qu'il vient de l'Inde. On peut pas être sûr 100%. On parle souvent du 5e siècle après Jésus-Christ au niveau de l'Inde. Tous les historiens sont pas tout à fait d'accord, mais on le situe quand même de cette période-là. Voilà, on n'est pas très d'accord si au début c'était un jeu à 2 joueurs ou à 4 joueurs, le Chaturanga. Voilà, avec la présence de dés aussi, mais voilà, vers le 15e, 16e siècle, on a enlevé les dés. Oui, parce qu'au début, on jouait avec des dés, hein. C'est-à-dire que, du coup, le dé nous indiquait quelle pièce on devait jouer. Donc, autant dire que devenir très fort là-dessus, c'était compliqué. Il y avait une part de hasard qui était quand même bien important. Bon. Voilà, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Ok? Je vous dis au revoir à tous. N'oubliez pas de devenir badass aux échecs. Bien évidemment, de prendre du plaisir à jouer, d'utiliser le pitch, photographier, imaginer, calculer. Et comme je vois que vous n'avez plus de questions, eh bien, on va s'arrêter là. Bye bye.